Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Sarah Raymond qui est épithésiste. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est que ce métier, donc je vous emmène à la découverte de ce métier aussi rare qu'essentiel. Derrière ce nom peu connu se cache une profession qui accompagne des personnes ayant perdu une partie de leur visage à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une intervention chirurgicale. À la croisée de la santé, de l'artisanat et de l'humain, l'épithésiste conçoit des prothèses sur mesure qui permettent à ses patients de retrouver confiance et sérénité dans leur quotidien. Pour nous faire découvrir les coulisses de ce métier hors du commun, j'ai donc le plaisir d'accueillir Sarah. Elle va nous raconter son parcours, nous expliquer concrètement en quoi consiste son travail et partager avec nous les réalités, les défis et les satisfactions de cette profession profondément humaine. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélie, je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci, comment ça va? Eh ben, très bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire, qui tu es, d'où tu viens? Alors, je m'appelle Sarah Raymond, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, ma profession consiste à réaliser des prothèses faciales. J'ai eu d'autres métiers auparavant, comme nombre d'entre nous. Voilà, je suis établie à Bourges, dans le centre de la France, et je suis d'origine du Languedoc-Roussillon. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? C'était quoi, ton métier avant d'être épithésiste? J'ai fait pas mal de détours. En même temps, c'est comme ça qu'on construit aussi, une vie, professionnelle, qui donne du sens. J'ai fait des études de philosophie parce que j'avais besoin de donner, du sens, à ce qu'on vivait, mais ça m'a pas menée vers un métier. Ensuite, j'ai fait des études d'art appliqué. Donc là, je me rapprochais un petit peu de ce que j'aimais déjà un peu plus. Voilà, j'avais envie de créer, mais c'était encore un petit peu abstrait. Et puis, sur le tard, j'ai changé de métier et je suis devenue prothésiste dentaire. Voilà un petit peu le OK. parcours que j'ai fait et qui trouve son sens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la réunion des 3. Voilà. D'accord, OK. Et donc, qu'est-ce qui a fait? C'est que ça a été quoi le déclic qui a fait que tu es devenue épithésiste? Alors 2 choses probablement, j'ai beaucoup aimé, le métier de prothésiste dentaire. J'ai eu de la chance de faire, dans la prothèse dentaire exactement ce qui me plaisait, avec des responsabilités, avec, une part artistique. Mais j'avais un petit peu fait le tour. Je pense que je pouvais pas tellement évoluer plus. Et je me projetais pas encore 20 ans sans évolution un petit peu de mon savoir-faire. Et la seconde chose, c'est que je suis tombée un petit peu par hasard, si on peut dire que c'est du hasard, sur un webinaire qui parlait d'implants extra-oraux. Et en prothèse dentaire, on fait déjà beaucoup de travaux sur implants, mais je savais pas ce que c'était que les implants extra-oraux. J'ai écouté ce webinaire et j'ai donc fait la connaissance de 2 épithésistes qui, présentaient leur métier. J'ai été un petit peu éblouie. Je me suis dit: «Mais je savais pas que ça existait moi ça», donc je me suis immédiatement dit: «C'est là où il faut que je me trouve, mais je sais pas par quel chemin je peux arriver jusqu'ici», quoi. Comme beaucoup d'entre nous, hein, des fois, et j'ai contacté un de ces épithésistes qui m'a tout de suite répondu, avec beaucoup d'ouverture, et qui m'a proposé de le rencontrer pour me rendre compte de ce que c'était que son quotidien. Voilà comment ça a commencé. Super. Et ben, maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui es de l'autre côté et qui va faire découvrir ce métier, aux Mmh. autres. Alors, et ben, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi ton métier? Alors, mon métier consiste à pourvoir une prothèse aux personnes qui viennent me voir et qui sont des patients et à qui il manque une partie du visage. Pour certains d'entre eux, il leur manque une partie du visage à cause d'un épisode traumatique, dans leur vie. Ça peut être un accident, ça peut être une grande brûlure. Pour d'autres, c'est un état de naissance, une raison congénitale, par exemple l'absence d'une oreille, qui s'est pas développée. Et puis la dernière, situation, c'est les patients, qui ont été, victimes d'une affection cancéreuse et à qui on a retiré une partie du visage, voilà, pour pouvoir,
les sauver, hein, si on peut dire, voilà. Donc ces patients viennent vers moi, soit de leur propre gré, soit, envoyés par une équipe médicale avec une, prescription pour pouvoir avoir un appareillage médical qui leur permette de remplacer la partie du visage qui leur Et comment ça se déroule l'accompagnement? Donc tu reçois la personne et mmh après tu fais comment? Tu fais quoi? Parce que souvent ils viennent avant d'avoir enfin non, il y en a qui n'ont rien. Parce que tu disais tout à l'heure, si c'est une naissance, il manque une oreille, donc tu peux pas faire d'emprunt. Comment tu fais en fait? C'est un peu, Alors abstrait. oui, dans certains cas, les patients peuvent venir me voir avant la chirurgie qui va les priver d'une partie de leur visage. C'est pas souvent, mais ça arrive et ça, c'est chouette aussi de pouvoir préparer un petit peu le terrain et puis dans la plupart des cas, les choses sont déjà faites, donc on se retrouve, devant le fait accompli. Voilà comment se déroule un petit peu la prise en charge. Le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle une anamnèse. On va faire un résumé des circonstances de sa maladie, de ce qui est arrivé. C'est un moment aussi, où on va faire le bilan un peu de sa santé, de son état physique, mais c'est aussi un bilan psychologique, hein, d'une certaine manière, parce que Mmh. c'est le moment où il va pouvoir se livrer sur, comment il ou elle se sent aujourd'hui et ça va permettre d'évaluer est-ce qu'on peut commencer tout de suite à envisager un appareillage? Parce qu'il faut qu'il soit bien accepté cet appareillage. Donc ça, c'est le tout premier rendez-vous. Anamnèse, rencontre, dialogue, il y a pas d'enjeu, on présente et on regarde un petit peu dans le retour du patient, comment il est prêt. Mmh. Est-ce qu'il y a une réelle envie de co-créer avec lui cette prothèse? Ensuite, on va OK. faire, un petit peu comme chez le dentiste, hein, une prise d'empreinte, ça c'est le second rendez-vous, que je trouve super dans ce Oh. métier et qui me manque une prothèse dentaire, c'est de prendre le patient en charge en totalité. On va faire son empreinte et après il y aura 2 rendez-vous après cette empreinte, essayage de ce qu'on appelle une maquette. C'est-à-dire que sur le plâtre qui sera produit par l'empreinte, je vais sculpter en cire, donc c'est là la part un petit peu artistique du métier, soit un nez, soit une oreille, soit un œil qui viendra, remplacer la partie manquante. On va essayer D'accord. ça avec lui. Il va donner son avis. Il ou elle, donnera son avis sur, comment il le sent, comment est-ce que, par exemple, pour un nez, quand il y a plus du tout de nez, est-ce que ça correspond aux photos qu'on a pu, regarder ensemble? Il peut venir avec un proche qui peut donner son avis aussi. C'est Mmh. important de s'approprier et puis voilà, après cette D'accord. étape il y a une partie de production que je fais toute seule, sans le patient, production du moule et dans ce moule, on fera une mise en couleur et c'est là que va naître, après la cuisson, l'épithèse en silicone de la couleur de la teinte du patient et qui devra être la plus invisible possible. Les spécificités, c'est d'abord pour l'oreille, ce qui est très facile, c'est qu'en général, il y en a 2, là. Donc Mmh. C'est ça. on va se fier à celle qui est encore là. On va regarder les petites rides, les petites taches qui sont là, les contrastes de couleurs, le voilà, organiser une symétrie, bien qu'on soit pas tous bien sûr, symétriques et parfaits. Et des fois l'imperfection, c'est ce qui fait un petit peu illusion d'ailleurs. Garder des petites imperfections, ça permet de voilà, de rendre la prothèse, crédible. OK. Et Voilà. puis pour le reste, tu disais tu pars de photos sinon? On part de photos, tout ce que le patient pourra produire. Alors plus les patients sont âgés, moins on a de photos ou de selfies, hein. Ouais. C'était pas trop dans l'air du temps. Donc il y a souvent des photos de famille. On essaye de zoomer dans une photo de 15 personnes pour voir un petit peu le le patient perdu dans la foule. De temps en temps, c'est acrobatique, mais ouais, c'est un petit peu ça. On peut aussi se fier à une autre personne de la famille qui aurait, par exemple, un nez similaire à celui, de monsieur ou madame, et puis on va D'accord. se fixer là-dessus. Voilà. OK, super. Donc du coup, tu disais c'est des prothèses par contre qui sont remboursées par la sécurité sociale? Oui, ces prothèses sont entièrement remboursées par la sécurité sociale, donc il y a pas de reste à charge pour le patient. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça prive personne, pour ceux qui Mmh. en veulent, hein, bien sûr, hein. Moi, je pousse personne à mettre une prothèse, si les gens sont à l'aise comme ils sont, il y a pas de souci, hein. Mmh. Notamment pour ceux pour qui c'est une affection congénitale et qui sont nés avec, un petit lobe d'oreille et pas une oreille complètement développée. Si ça leur convient comme ça, c'est OK. Mais pour ceux qui le veulent, effectivement, il y a pas de reste à charge. OK. C'est quoi ton quotidien? Ça ressemble à quoi une semaine dans ta vie du coup?
Alors, c'est très varié, c'est ça qui est chouette. Il y a une partie humaine qui est la rencontre, soit, des équipes médicales, ce qui est bien aussi, on a des choses à s'apprendre les uns les autres, soit des patients qui souvent nous livrent, une part de leur, vie, de leur, peut-être de leurs soucis, de leur joie familiale, donc voilà, ça c'est la partie un peu, psychologique et puis, rencontre. Mmh. Il y a une partie qui est très artisane, qui est la production, la fabrication. On est sur la sculpture en cire, on est sur, le moule en plâtre, l'exercice de trouver des couleurs avec les pigments et avec les teintes qu'on a et tous les petits ingrédients qu'on a pour imiter la peau. Et puis on a la partie, technique qui peut être, médico-technique, on va dire, même si j'ai pas fait médecine, hein, c'est pas ça le parcours, qui est, l'évaluation du plan cutané, l'évaluation un petit peu de la santé, de la cicatrisation de la partie sur laquelle on va, travailler. L'évaluation de l'état dans lequel se trouve le patient. Est-ce que c'est un état qui est, assez stable pour pouvoir travailler ensemble? Mmh. Je parle de stable, c'est notamment, après ce qui leur est arrivé, certains patients sont encore, tristes, en colère. Ils sont encore à regarder en arrière sur qu'est-ce qui est arrivé et pas qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc Oui, voilà. Dans ce cas-là, on temporise un petit peu pour que ce soit le bon moment pour tout le monde. Voilà, on va dire ça. OK. Tu mets combien de temps à fabriquer une prothèse? Je t'ai pas demandé tout à l'heure. Ouh là, ça ouais, c'est très variable, c'est une bonne question. C'est très variable, alors le temps va se partager en 2, le temps avec le patient et le temps sans le patient. Il y a beaucoup de choses qui sont Mmh. faites avec le patient, mais il y en a autant qui sont faites sans lui. Ça peut représenter, une quinzaine d'heures sans lui et Mmh. avec lui, 15-20 heures aussi, mais c'est variable selon la complexité de chaque cas. Ces épithèses, elles sont fixées de différentes manières. Certaines de ces épithèses sont fixées sur des implants et donc là, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut toujours évaluer que les implants sont OK, que tout ça, c'est un peu plus technique. Il y a des parties à faire fabriquer, sous-traiter. Voilà, enfin ça, c'est un petit peu plus technique donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Avec les D'accord. patients. Et puis selon la sculpture que c'est, notamment pour l'œil, sculpter un œil, c'est très spécifique et ça peut demander plus de rendez-vous parce que, de toutes les parties qu'on va sculpter, elles sont toutes importantes. L'oreille, c'est important pour la symétrie, le nez, c'est important parce que c'est au milieu du visage, mais l'œil, il y a une certaine, âme qui va se dégager, qu'il faut essayer Mmh. de saisir et ça, c'est l'évaluation de est-ce qu'on a saisi un petit peu le regard pétillant, fatigué, observateur du patient. Est-ce qu'on a saisi ça? Et faire D'accord, illusion pour l'œil, c'est plus long. d'accord. Et donc du coup, il y a plusieurs, étapes où tu vois le patient et tu re réajustes en fait l'épithèse? Oui, il y a plusieurs étapes d'essayage de la maquette et pour l'œil, la maquette, elle est entièrement, quasiment entièrement sculptée avec lui. Voilà. D'accord, C'est très c'est ouais, c'est vraiment différent comme façon de le réaliser. OK. Tu pas demandé non plus et c'est tu es indépendante? Oui, moi je suis indépendante, j'ai un statut libéral, mais j'ai aussi travaillé, en équipe parce que dans ce métier, on doit réaliser, 3 années que moi j'appelle un peu un compagnonnage que j'ai Mmh. faite, avec un épicétiste qui m'a tout appris et beaucoup partagé et c'était très bien aussi d'être à 2. J'aime bien travailler seule, hein, parce qu'on s'organise comme on veut et on conçoit ses consultations comme on veut, mais d'être à 2, ça permet d'avoir un regard critique plus complet Oui. et puis des fois avec nos personnalités, on se complète avec le patient. Il y en a un qui va être plus maternant, l'autre qui aura plus d'humour et finalement le patient, il trouve bien son compte aussi. C'est très chouette d'être, aussi à 2. Ouais. OK. Et donc au niveau de tes horaires, tu as des horaires plutôt, standards ou tu travailles aussi le week-end? Comment ça se passe? Alors, du coup, comme je suis en libéral, je suis très souple. Je m'organise vraiment comme je veux. Je sais que j'ai des horaires de la journée que je favorise pour fabriquer parce que je suis plus concentrée. Tôt le matin et tard le soir, je suis vraiment concentrée et je préfère les consultations au milieu de tout ça. Disons, si le patient est vraiment indisponible, je peux travailler aussi le samedi, je peux travailler un jour férié. C'est vraiment
je le fais comme je veux, du moment que ça rend les choses possibles. J'essaie d'être arrangeante parce que plus on est arrangeant, plus le patient vient détendu. Si c'est le Mmh. bon moment pour lui, c'est aussi le bon moment pour moi. OK. Autrement, si je mets trop de contraintes pour le patient, voilà, il arrive stressé, moins disposé et du coup le travail, eh ben, il est moins bien. Moins efficace. OK. Voilà, moins efficace. Heu, Selon toi, quelles sont les compétences techniques indispensables, pour exercer ton métier? Alors, je dirais la première et je pense que si on n'a pas ça, bah, faut pas s'engager. Il faut avoir une certaine humanité. C'est vrai Mmh. que, je pense qu'il faut avoir une certaine adhésion avec toutes les patientes et tous les patients qui rentrent dans le cabinet, qui qu'ils soient et quel que soit leur état d'esprit. Donc il faut un peu quitter son jugement. Ça, c'est un travail qu'il faut vraiment faire parce que notre société, elle a tendance à juger et nous, il faut qu'on arrive à quitter ça. Ensuite, la deuxième chose, je pense que si on n'a pas une certaine dextérité, une certaine habileté manuelle, ça va être compliqué quand même. Ça on peut l'acquérir, on peut la perfectionner, mais il faut quand même avoir une petite qualité artistique et une certaine dextérité. Ça, c'est hyper important. J'ai vu aussi des gens parfois qui avaient un regard, on s'en rend pas forcément compte, mais on a tous un regard plutôt en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Je Mmh. pense qu'il faut avoir l'habitude d'avoir un regard en 3 dimensions. Ça concerne pas tous les métiers. Donc ça, c'est important, mais ça peut s'acquérir. Et puis la patience parce que c'est long de d'arriver au résultat qu'on souhaite avoir. Donc de la patience envers le patient, mais aussi envers soi-même parce que, c'est long d'acquérir ce métier. Voilà. OK. Quel parcours de formation faut-il, suivre pour faire ta formation? Du coup, tu as commencé à parler tout à l'heure d'un accompagnement sur 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors je vais te dire comment j'ai fait moi. Aujourd'hui, ce que je vais te dire est peut-être pas à jour parce que en ce moment, le diplôme est en train d'être, modifié. La D'accord. mouture change et je ne connais pas les nouvelles dispositions. Voilà, le diplôme est suspendu depuis 2 ans. Donc ce que je vais dire, ça va concerner ce que moi j'ai fait et bientôt on aura les réponses pour le nouveau diplôme. Alors, D'accord. à l'époque où j'ai passé ce diplôme, il fallait avoir un préalable. C'est-à-dire on peut pas arriver dans ce diplôme comme une première intention. Je ne peux pas sortir du bac et choisir d'être épithésiste. D'accord. Au préalable, avoir été prothésiste ou avoir un parcours médical, pas quelconque, mais on peut arriver et être dentiste, être médecin, être, orthésiste d'une manière ou d'une autre. Prothésiste dentaire, ça fonctionne et moi j'ai été prothésiste dentaire. Donc ça, c'est la première chose, il faut avoir auparavant un diplôme et une certaine proximité avec le métier de la prothèse parce que le DU qu'on va passer, qui se déroule à Paris, à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, il n'est pas suffisant pour avoir une connaissance totale de ce que représente la prothèse. C'est mieux D'accord. d'en avoir eu auparavant. OK. Donc on va passer ce moi, à l'époque, j'ai passé ce diplôme sur une année, on va dire sur 9 mois, un peu comme une, année scolaire et ça se déroulait 2 jours par mois à Paris. À la suite de ce diplôme, on obtient, bah, une qualification, mais cette qualification, elle sera valide que quand on aura fait ces 3 ans d'accompagnement avec un professionnel déjà dans le métier et déjà assez aguerri. OK. Ça, c'est essentiel parce qu'il y a plein de cas de figure qu'on va pas voir pendant le diplôme et qu'on Mmh. va acquérir sur le terrain. OK. OK. Bah, oui, c'est un métier de terrain quand même, hein, de toute Ouais, façon. et il y a tellement de cas particuliers, de cas de figure qui sont à chaque fois uniques, qu'on n'est pas assez, préparé pendant le diplôme pour le faire Mmh. sans passer par là. Ça, c'est très important et de trouver un professionnel, qui vous partage ce qu'il connaît déjà, c'est vraiment précieux. OK. Mais vous êtes, nombreux en France? Parce que tu dis: «Il faut être accompagné», c'est-à-dire que enfin, faut en trouver quand même, quelqu'un qui est pas trop loin de son secteur? Et ben, c'est pas facile, c'est pas Mmh. facile. On va dire qu'on est à peu près une vingtaine à faire exclusivement ce métier, c'est très peu OK. et après certains font ce métier en plus d'un autre métier. Donc D'accord. dans cette vingtaine-là, il faut trouver quelqu'un, qui ait envie de partager, qui ait besoin aussi qui ait suffisamment de travail pour avoir besoin d'un coup de main, hein, parce que quand Mmh. même le but c'est pas seulement d'apprendre, mais c'est aussi de voilà, d'offrir un de seconder quelqu'un. Évidemment c'est pas simple. Moi j'ai fait ça loin de chez moi, mais voilà, c'est des choix et puis des fois dans la vie, je vais pas mentir, c'est vrai que c'est pas simple de rentrer, mais bah, parfois il y a des petites entrées, sur le côté des entrées par la petite Mmh. porte qui fonctionnent aussi.
OK. Donc du coup, c'est un secteur en demande quand même, il y a du boulot, Il y a tu du dirais? boulot, voilà, il y a du boulot. Je pense que si on est exigeant et qu'on fait du bon boulot, il y a du boulot. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il y a 30 ans, il y avait peu d'épithésistes, donc ils étaient tous amenés à se déplacer un peu partout en France pour aller, souvent consulter dans les centres hospitaliers à la rencontre, des malades de chaque secteur. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu plus de patients qu'il y a 30 ans, pour différentes raisons. Peut-être qu'on entend mieux parler de notre métier et que des personnes qui se faisaient auparavant opérer et n'avaient pas d'appareillage ensuite, aujourd'hui vont avoir un appareillage et les médecins les envoient vers les épithésistes. Et la seconde raison, peut-être qu'on peut dire qu'il y a une augmentation des cas de cancer Mmh. et que, plus de personnes sont amenées à venir vers nous. Donc, si chacun travaille un peu dans son secteur et qu'il y a moins de déplacements pour les épithésistes, je pense qu'il y a du travail. Tout à l'heure, tu disais donc c'est totalement remboursé par la sécurité sociale, mais en tant qu'épithésiste, c'est comment on se fait référencer? C'est facile de se faire référencer auprès de la sécurité sociale? Alors de toute façon, pour pouvoir pratiquer quand on n'est pas salarié, Mmh. salarié, c'est un peu différent. Pour pouvoir pratiquer, il faut avoir un numéro professionnel qu'on appelle un numéro RPPS et c'est tout un dossier à présenter à l'assurance maladie, qui va, elle, nous pouvoir nous donner ce numéro qui validera notre professionnalisme et si on n'a pas ce numéro, on peut pas, prendre en charge des patients. En tout cas, on peut pas les prendre en charge entièrement remboursés. Oui, Voilà, OK. c'est ça la condition et voilà, c'est ce numéro qui fait office de laissez-passer, auprès du milieu médical pour pouvoir, valider notre compétence. OK. Sans entrer dans les détails personnels, peux-tu nous donner un ordre d'idée de la rémunération dans la profession? Alors, bah, c'est pas évident, mais je vais te donner un ordre d'idée. Si on est salarié, la rémunération, elle est égale à un prothésiste, très qualifié. Comme on est un petit peu rare à faire ce métier, donc bah, je pense qu'on peut être, en fonction de si on est au démarrage ou déjà très aguerri, entre 1 800 et 2 500 € en tant que salarié. Après, en tant que libéral, selon qu'on a beaucoup de travail ou moins de travail, on se rémunère, ce que l'on veut. C'est ça D'accord. la règle, hein. Donc probablement plus en tant que chef d'entreprise ou libéral, mais je peux pas te donner vraiment d'ordre d'idée, et pour mes collègues non plus en réalité. Mais voilà, c'est la rémunération d'un prothésiste très qualifié. Et combien coûte une prothèse en moyenne? Là, je vais pas pouvoir te répondre parce que nos prothèses, elles sont faites sur devis et donc le D'accord. devis, il est en Ouais, fonction vraiment de du comment le patient se vient à nous, de la taille de sa prothèse, de la complexité du mode de fixation de sa prothèse et je sais que, les prix peuvent varier du simple au double selon où on se trouve en France et comment on évalue son travail. Donc ça, c'est vraiment une question D'accord. à laquelle je peux pas vraiment pas te répondre avec D'accord. précision sans m'engager sur un terrain glissant. Oui, oui. OK. Non, non, mais parce que, j'avais en tête que, par exemple, si à la sécu qui rembourse, elle rembourse, comme les médicaments, telle boîte, c'est tant d'euros de remboursé, donc je me disais, bah, Pas peut-être du que, tout. Ouais, une oreille, c'est tant de non, non. Je peux pas te dire ça comme ça ah parce que oui, c'est pas du tout, il y a pas du tout de, comment on appelle ça? De cotation. d'accord. OK. C'est C'est vraiment sur assez devis libre, en de fait, chacun et l'assurance je vous dis. c'est libre, mais l'assurance maladie est libre aussi de dire: «J'estime que, par exemple, la valeur, elle est trop haute», donc soit on justifie, la facturation à l'assurance maladie, soit on modifie son devis. Elle peut faire ça. OK, OK, très bien. Quels sont les principaux défis auxquels tu es confrontée dans ton travail? Il y a parfois des défis qui sont techniques, hein, quand on a parlé d'implantologie, on est des fois dans des situations, où on doit beaucoup communiquer avec l'équipe médicale pour pouvoir avancer sur ce terrain-là. Ça, c'est la première chose et puis, bah, la mais c'est pas insurmontable le défi technique, on arrive toujours à trouver des solutions même si ça prend plus de temps. Pour moi, le plus grand défi, c'est le défi psychologique. Vraiment, quand le patient a pas fait son deuil, mais qui veut quand même être appareillé,
c'est jamais pour moi totalement satisfaisant pour moi, parce que le regard qu'il va avoir sur l'épithèse sera toujours décevant par rapport au visage qu'il avait auparavant. Donc c'est très important de discuter bien avec lui et pas de quiproquo sur le fait que la prothèse qu'on lui apporte, c'est un élément rapporté et même si on essaye de la faire, aussi discrète possible, ça sera un élément rapporté. C'est vrai que dans l'imaginaire de certains et c'est vrai que l'inconscient est très, très puissant, hein, pour ça, c'est que dans l'imaginaire de certains patients, on va reconstruire et ça, la reconstruction, c'est le chirurgien qui peut la faire quand c'est possible. Nous, c'est Mmh. une adjonction. Donc il y a une reconstruction psychologique qui peut se faire si le patient est prêt. Il y a une reconstruction sociale parce que effectivement, ça va être facilitant pour aller, je sais pas moi, à la kermesse de l'école, pour faire une photo de famille. C'est quand même facilitant d'avoir une prothèse plutôt qu'un pansement. Mais néanmoins, ça reste une prothèse. Voilà. On n'est pas dans l'ordre de la magie. On peut essayer d'être, des illusionnistes, ça oui, mais pas des magiciens. Voilà. Ça, c'est OK. la limite un petit peu de notre métier et voilà, on est obligé d'avoir cette limite-là, et de la considérer. OK, et qu'est-ce qui te procure le plus de satisfaction alors? Bah, évidemment, la plus grande satisfaction, c'est quand le patient est soulagé, heureux, que c'est satisfaisant par rapport à l'image qu'il se faisait de la prothèse, que c'est satisfaisant par rapport à l'intégration dans son visage, c'est-à-dire la teinte est juste, la forme est symétrique, voilà, ça fait illusion. Heu, je crois que quand même, la satisfaction générale, après ça, c'est la rencontre humaine qu'on a eue. On a toujours, beaucoup à apprendre de la rencontre qu'on a avec les gens. Ces Mmh. patients qui ont vécu des moments difficiles, ils sont très résilients, ils ont beaucoup d'humour et ça paraît pas comme ça, mais on passe vraiment des bons moments. Mmh. Des bons Oui, moments c'est avec, pas mal de fou rire, pas mal de détachement. Ils se sont rendus compte de l'essentiel dans leur quotidien. Ils ont souvent modifié leur mode de vie et c'est des grands apprentissages pour nous qui sommes pas passés par là. mmh. Oui, chaque rencontre est différente et unique finalement. Chacun apporte, quelque chose de différent et c'est peut-être là Tout la à plus fait. grande richesse finalement, C'est la des plus grande échanges. récompense. Ouais, ouais, OK. c'est sûr. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir marquant à partager avec les auditeurs? Alors il y en a plusieurs, mais moi ce qui me fait souvent sourire, c'est que l'essentiel de mon métier, c'est de rendre ma prothèse invisible. Voilà et c'est aussi pour ça qu'on connaît pas ce métier, parce que les patients ne nous mettent pas en avant, puisqu'on est censé faire quelque chose de quasiment invisible. Et ce qui me fait rire, c'est quand les patients sont tellement fiers de l'invisibilité de leur, prothèse, qu'ils l'exhibent ici ou là, quoi. C'est-à-dire qu'on a des patients qui sont capables de retirer leur oreille, quoi, devant quelqu'un D'accord, pour dire: «Tiens regarde, tu pas imaginé tu pas imaginé que c'était pas, ma vraie d'accord, oreille». Voilà, c'est toujours un peu surprenant dans la vie, mais ils ont, comme j'ai dit, ils ont beaucoup de second degré. Donc ouais. Oui, donc puis c'est une fois qu'en fait ils ont l'appareil et ils sont, on va dire entre guillemets «normaux», mmh comme mh, tout le monde. mmh mh, Donc en fait après c'est leur petite spécificité et du coup voilà, ils ont passé l'étape, tout à fait, quand même de la maladie et ouais. Quand ça devient une anecdote et qu'on est capable d'en rire, c'est qu'il y a eu du chemin de fait. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui envisage de devenir, épithésiste? Alors, il faut pas se décourager, le chemin est un petit peu ardu. Mais quand on sent que c'est là qu'il faut se trouver, ben, il faut pas se décourager. Ça, c'est très important. Il y a plusieurs chemins pour y arriver. Il y a le chemin officiel, celui dont j'ai parlé, c'est-à-dire avoir eu un métier prothétique, puis passer le DU. Mais parfois, la vie vous amène dans des directions, voilà et finalement, on peut aussi arriver à ce chemin-là autrement. Voilà. Donc et puis aller à la rencontre. Comme j'ai dit, la rencontre humaine, c'est essentiel. Ça passe toujours par là. Un métier, c'est d'abord, heu, des rencontres professionnelles. Donc aller à la rencontre et bien évaluer si c'est quelque chose pour lequel on a une appétence et si c'est le cas, on insiste. OK. Et dernière question, si tu pouvais revenir en arrière et parler à la Sarah qui débutait son parcours, quel conseil tu lui donnerais?
Oui, alors, par rapport au début du parcours de la Sarah, il y a un gros gap parce que je pensais pas du tout aller vers le milieu médical. Pour une raison très simple, mes 2 parents sont déjà dans le milieu médical et je me suis dit: «Ah non, ça jamais». Je me suis dit: «Ça jamais». Bon, finalement, il faut laisser la vie proposer des choses, ça c'est important. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la restauration d'œuvres d'art et c'était un peu difficile aussi comme parcours pour Mmh. arriver, à faire de la restauration d'œuvres d'art. J'étais pas, très forte en physique-chimie et c'était essentiel, donc j'ai laissé ça de côté et finalement la réponse que la vie m'a donnée, c'est quand même de restaurer des œuvres d'art. Voilà, et les patients sont mes œuvres d'art et voilà. Parfois on fait des détours, mais finalement on arrive à destination. Il faut pas hésiter à faire des détours pour arriver à destination et tous ces changements professionnels auxquels tu participes aussi en orientant les gens, font partie du chemin. C'est pas des errances, c'est vraiment ça fait partie du chemin. Super. Merci beaucoup, Sarah, pour ta participation, pour ce partage et pour nous avoir fait découvrir, le métier d'épithésiste. Je te remercie. Pour finir, je voulais vous dire qu'à travers, le témoignage de Sarah, on comprend à quel point cette profession est bien plus qu'un métier technique. C'est un métier où l'expertise, la créativité et l'écoute se mettent au service de l'humain pour accompagner des personnes dans les moments souvent importants de leur vie. J'espère que cet épisode aura permis à nos auditeurs de découvrir une profession encore méconnue, mais essentielle, et peut-être même de susciter des vocations ou d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion professionnelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet au podcast de continuer à faire connaître des métiers inspirants et parfois insoupçonnés. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Réveille ta carrière. À bientôt! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!